BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Nous retrouverons ensuite nos critiques attitrés. Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaim avec toujours ses études glanées dans le monde entier et dans toutes les langues. Et notre bibliothécaire du jour, c'est Eva Jaco, qui nous parlera de Cendrillon. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. Et tout de suite, on démarre avec nos auteurs. Je vous fais pas la chanson Amour, gloire et beauté, des mots qui font rêver. On pourrait rajouter la fortune aussi. Eh bien, nous allons vous faire rêver aujourd'hui dans la librairie de l'écho. Enfin, rêver, parfois cauchemarder aussi, puisque nous allons pénétrer l'univers très fermé des plus grandes fortunes. Alors, qui sont-ils? Comment vivent-ils? Que veulent-ils? À quoi aspirent-ils? Sont-ils les ennemis du peuple ou au contraire sont bienfaiteurs? Comment ils préservent leur fortune et surtout comment ils se la transmettent? Réponse avec nos deux invités. Vanessa Schneider, bonjour. Bonjour. Vanessa, vous êtes grand reporter au Monde et vous publiez avec votre consoeur Raphaël Baquet Succession, l'argent, le sang et les larmes. C'est chez Albin Michel. Fabrice Dalméda, bonjour. Bonjour. Fabrice, vous êtes historien, professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas et vous publiez, vous, une histoire mondiale des riches chez Plomb. Allez, on commence avec vous. Fabrice Dalméda, avant de se concentrer sur la France. Pourquoi est-ce que, de tout temps, on n'a jamais aimé les riches ? Certains d'entre eux méritaient qu'on les aime pas, parce qu'il y a eu quand même quelques marchands de canons un peu terrifiants, pas très honnêtes. J'en prends un dans le livre qui s'appelait Basil Zaharoff et qui était le champion de l'entourloupe pour essayer de piquer les marchés à Schneider, à Krupp et aux autres. Oui, d'accord, mais vous dites, historiquement, il y a toujours une suspicion. Regardez ce qu'on a entendu à l'Assemblée nationale cette semaine, encore un député qui dit, mais quand quelqu'un est riche, c'est qu'il y a quelque chose de suspect derrière. C'est Balzac qui avait dit, derrière chaque fortune se cache un crime. Derrière chaque grande fortune se cache un crime. Donc il y a effectivement cette impression qu'une trop grande fortune peut masquer quelque chose comme une avidité ou en tout cas une tare morale. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très lié au christianisme derrière ça, hein, et notamment dans sa version catholique, qui suppose qu'un certain dépouillement, un ascétisme, soit au fond un signe de bonne vie et de bonne mentalité. Alors, en même temps, ce qui est assez étonnant aussi, c'est qu'on voit que les riches entre eux ne s'aiment pas non plus. Enfin, les riches, on n'aime pas les riches, mais les riches entre eux ne s'aiment pas non plus. Il y a des concurrences, à couteau tiré. Il peut y avoir des mariages, mais il peut y avoir aussi beaucoup de violence. Fin 19e, d'ailleurs, je montre toutes les petits croche-pattes que se font justement les grands patrons de l'acier, que sont les Thyssen, que sont les Krupp, l'espionnage industriel, les articles de presse mensongers, hein, Schneider, je montre ça dans le livre, va payer l'écho de Paris pour faire une campagne de presse pour ruiner son adversaire Basil Zaharoff. Donc oui, il y a de la concurrence et il y a de la haine. Alors, ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que comme vous refaites l'histoire, vous montrez que la sociologie finalement des riches, elle a beaucoup évolué au fil du temps. Elle a beaucoup évolué, mais quand même, il y a, disons, dans nos pays, dans les pays... C'est quoi les grandes ruptures, les grandes périodes, les grandes ruptures historiques? Grande rupture, Première Guerre mondiale, qui ruine les petits riches. Les rentiers disparaissent avec ça et restent les grandes fortunes qui vont continuer. Deuxième rupture, le communisme, 1917, qui détruit complètement les riches russes et qui va engendrer tout un monde, avec la Chine notamment, qui jusque dans les années 90, que ce soit en Russie ou que ce soit en Chine, il y a zéro milliardaire. Il y a un millionnaire en Russie en 1989, un seul millionnaire. Aujourd'hui, en Russie, plus de 80 milliardaires et en Chine, plus de 2200, sans doute l'année prochaine, 2500 milliardaires, c'est-à-dire encore plus qu'aux États-Unis. Donc en quelques années, ces pays ont changé de dimension et sont devenus du capitalisme. Exactement, ce sont devenus des pays phares du capitalisme. Mais en même temps, il n'y a pas un pays où il n'y a pas de riches. Maintenant, non. Mais fut un temps, oui, avec le modèle communiste qui a constitué une rupture. Dernière rupture, il ne faut pas l'oublier, la rupture de la fin des années 70 et des années 80 avec Ronald Reagan et Margaret Thatcher qui ouvre en fait la mondialisation et le monde tel que nous le voyons aujourd'hui. Alors, il n'y a jamais eu autant de riches. Jamais aussi riches. Et ce qui n'est pas illogique, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de concentration non plus des richesses. Oui, avec une optique qui s'est renforcée en fait depuis le 19e siècle, qui est que le monde capitaliste choisit un certain nombre de champions
pour réaliser des très grands investissements. C'est très marrant parce qu'on pourrait penser que ça pourrait être coopératif, que ça pourrait être collectif, mais en réalité, dans notre système, on choisit des gens à qui on fait confiance pour gérer des fortunes colossales. J'ai parlé des Schneider au 19e siècle, mais les Arnault que Vanessa Schneider connaît sont pareils, les Pinault, les Zuckerberg ou les Elon Musk. Alors, vous répondez à une question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des riches ? En gros, ils veulent quoi, les riches? Est-ce que leur seule ambition, c'est de devenir de plus en plus riches, ou est-ce qu'au contraire, ils aspirent à d'autres choses? Il y en a beaucoup qui ne veulent pas forcément être le plus riche, mais qui ont l'ambition de faire le maximum de ce qu'ils peuvent. Il y en a beaucoup qui sont un peu des athlètes du capital, qui vivent avec une ascèse énorme, qui travaillent comme des dingues. Le but premier, c'est pas de faire du fric. Pour certains, si. Pour certains, si. Pour certains, ils commencent même leur carrière en voulant prioritairement ça. Ensuite, il y en a d'autres qui veulent transformer le monde, qui se disent moi j'ai une idée ou j'ai un projet, je veux que le monde numérique soit partout, que ça rentre dans les familles. Donc voilà, un Steve Jobs, il démarre comme ça en se disant moi je vais créer un truc super. Est-ce qu'ils sont tous un peu mégalos quand même? Légèrement, oui. Oui, légèrement. Mais il ne faut pas croire qu'ils sont d'une essence différente de nous, en fait. Beaucoup d'entre eux travaillent beaucoup, donc veulent beaucoup de loisirs et veulent pouvoir se reposer avec leurs copains, j'allais dire de la même manière, presque ordinaire que nous. Après, les lieux où ils vont le faire, les moyens qu'ils vont employer pour aller dans ces lieux et les fermetures qu'il y a dans certains lieux. Je prends l'exemple de Saint-Moritz, où on ne peut pas rentrer dans les restaurants d'altitude si on n'est pas membre du club. Et le club a été fondé dès la fin du 19e siècle avec des grandes fortunes européennes et suisses. Ben voilà, ça fait toute une différence. Alors, vous dites les riches, ils ont le vrai pouvoir. Et ils sont le vrai pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus forts que les gouvernements? Non, c'est essentiellement, moi je dirais, une fonction. C'est-à-dire qu'ils ont une fonction clé qui est l'investissement. C'est dans leurs mains qu'on a donné ce truc, on leur donne d'une certaine manière notre avenir. C'est-à-dire qu'on leur donne les moyens de développer au 19e siècle le chemin de fer, puis l'avion, qui va d'ailleurs déboucher sur les fameux jets qui les définissent peut-être le mieux. Un outil qui va très très vite, qui est exclusif et que eux appellent modestement un petit avion. J'ai un petit avion, on va prendre le petit avion pour aller en vacances. Vous avez toute une partie du livre sur la jet set qui est née de ce progrès parce qu'à un moment donné, c'est le moyen qu'ils ont pour créer la rupture avec ceux qui volent commercial, comme on dit. Est-ce que les riches, c'est bon pour un pays ou pas? En gros, est-ce que les riches, c'est des prédateurs, ou est-ce que les riches, au contraire, c'est un bienfait pour un pays? Moi, j'ai retenu une citation d'un économiste qui dit un vrai pays pauvre, c'est pas un pays dans lequel il y a beaucoup de pauvres, c'est un pays dans lequel il n'y a pas de riches. Voilà, historiquement, en fait, les pays qui n'ont plus de riches sont des pays qui souffrent beaucoup. La Russie soviétique a énormément souffert, la Chine communiste a énormément souffert, et elle souffre un peu moins depuis qu'elle a autorisé la possibilité d'être riche. Donc, historiquement, malgré tout, les pays où il y a le plus de riches sont souvent ceux où l'on se porte un peu mieux qu'ailleurs. Et vous dites qu'il y a un enjeu quand même qui est... il faut que ces riches rapportent, entre guillemets, à leur pays. Mais ce n'est pas tous les riches. En fait, ce que j'essaie de montrer dans le livre, et parce que je suis historien, c'est que les riches, ce n'est pas une catégorie unique. Il y a des riches très, très différents. Il y a des prédateurs. Je prends l'exemple de la famille Sackler, ceux qui ont fait, vous savez, les néo-opioïdes, l'oxycantine. Ils ont créé des addictions, ils ont fait des centaines de morts par semaine. Exactement, ils ont fait des morts. On ramassait les cadavres de ce pseudo-médicament, et ils ont mis leur entreprise en faillite, ils ont pris l'argent des entreprises, ils l'ont mis dans des paradis fiscaux. On parle de milliards, là, de dizaines de milliards. Donc des gens comme ça, c'est des vrais prédateurs. Il y en a dans le capitalisme, mais il y a en même temps d'autres personnes qui sont de formidables créateurs de valeur, conservateurs aussi de savoir-faire. Je pense au luxe français. On a des grands groupes de luxe, notamment le groupe Bernard Arnault. Ces gens-là, ils ont conservé des savoir-faire, ils ont conservé des marques, ils ont conservé des emplois de manière assez importante, et ils ont conservé aussi... d'une certaine manière, un savoir-vivre à la française, des bonnes boissons, des bons vins, voilà. Ce qui fait qu'un Steve Jobs disait à Bernard Arnault, dans un siècle, on continuera de boire du bon champagne, alors qu'on aura oublié les codes informatiques. Allez, pour terminer, de tout votre livre, les 2-3 riches qui vous paraissent les plus rocambolesques, les plus incroyables. Il y en a un qui est énorme, qui est Rockefeller, qui
de tous les riches. C'est le plus grand riche de tous les temps. Ouais, c'est le plus grand riche. C'est en gros 2 fois la fortune de Jeff Bezos, plus d'1 tiers de la fortune d'Elon Musk. Il est le seul dans son époque à avoir un tel niveau de richesse. Ensuite, il va être rattrapé par Ford, puis dépassé par Ford. Il y a une nana, moi, que je trouve intéressante. Elle est française. Elle s'appelle Liliane Bettencourt. Elle a été beaucoup décriée dans son grand âge. Mais cette femme a été, je pense, le meilleur actionnaire de son entreprise. Elle se faisait présenter tous les produits. Elle les jugeait. Elle a eu l'idée, avec son gestionnaire, de faire l'alliance avec Nestlé, qui lui a épargné tout risque de privatisation. Et puis, elle a choisi ses patrons gestionnaires, Lindsay Owen-Jones, avec un talent extraordinaire qui lui a permis de devenir la femme la plus riche du monde. Alors, la famille Bettencourt, qui figure bien évidemment dans votre livre. Je vous ai fait la formidable. Non, mais un vrai professionnel, Fabrice. Vous êtes épatant, parce que vous, Vanessa Schneider, avec Raphaël Baquet, alors vous êtes concentré sur la France et surtout sur un moment très particulier de la vie, finalement, de ces familles riches, c'est l'organisation de la succession. Et d'abord, ce qui est frappant dans votre livre, c'est que finalement, on se rend compte que assurer sa succession, c'est moins une affaire d'argent que finalement, comme chez tout le monde, je veux dire, une affaire de sentiments, d'émotions. C'est pas que le business qui compte dans tout ça. Bien sûr. Non, mais déjà, il faut avoir un chiffre en tête. En France, il y a seule une entreprise sur 10 qui survit à son fondateur. Donc, ça veut dire que la question de la transmission et de la succession, elle n'est pas si évidente que ça. D'abord, il faut avoir quelqu'un à qui transmettre, il faut avoir des héritiers ou des gens à l'extérieur, les juger capables, que ces héritiers soient intéressés. Et donc, le premier sujet, c'est l'orgueil du patriarche. Tout ça est évidemment un sujet très complexe. Ouais. Et en effet, nous, ce qui nous a intéressés, c'est au-delà de l'argent, mais qui est assez réglementé. En fait, une succession, c'est réglementé. On ne peut pas léser un enfant en France plutôt que un autre, en laisser complètement de côté. C'est évidemment le pouvoir qui est en jeu. C'est qui va récupérer les manettes de l'entreprise. C'est ça qui est important. Et là, on est sur des ressorts qui sont des ressorts intimes, qui sont des ressorts psychologiques, psychanalytiques. C'est-à-dire, ça pose des questions universelles qu'on va retrouver dans toutes les familles, mais là amplifiées, parce qu'il y a tellement d'argent que c'est amplifié, mais qui sont la jalousie entre frères et sœurs, des rivalités dans la fratrie, des divorces mal digérés, qui vont être des relations père-enfant difficiles, la question de l'enfant préféré qui est tabou, mais bon, on sait bien que souvent il y a un enfant préféré, il y en a un dans lequel on s'identifie davantage. Ce que vous soulignez, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est qu'ils ont la particularité de devoir regarder leurs enfants avec l'œil du patron qui évalue finalement un futur manager, quoi. Bien sûr, alors pas tous, mais oui, bien sûr. Quand François Pinault a 3 enfants, depuis tout petit, il observe ses 3 enfants, et d'ailleurs il le dit avec une certaine candeur, il en a choisi un très tôt. À l'âge de 10 ans. Il a choisi François-Henri à l'âge de 10 ans. Et il ne s'est pas trop expliqué pourquoi, d'ailleurs. Mais pour lui, c'était une forme d'évidence que c'était, parmi ses 3 enfants, le plus à même à suivre ses traces. Bernard Arnault aussi voit ses enfants. Évidemment, il y a des relations affectives avec ses enfants, mais également comme des successeurs possibles. Et tout ça, ça veut dire qu'il y a une éducation qui va à côté. Il y a un regard particulier qui n'est pas celui de chacun avec ses enfants. On va surveiller évidemment le cursus scolaire, les fréquentations. Vous dites ça dépend des familles, ça dépend du parcours du père. Vous dites par exemple, chez les Arnaud, on est attaché à l'excellence académique. Aux études, aux grandes études. Aux grandes études. C'est pas le cas forcément chez les Bolloré, par exemple. Oui, alors il y a des familles qui sont moins à cheval sur les études. Les Decaux, par exemple, Jean-Claude Decaux, grand entrepreneur, visionnaire, il estimait qu'il n'avait pas fait d'études et que ses enfants n'avaient pas besoin de faire d'études pour s'en sortir aussi. Et lui, c'était le terrain. Donc à 18 ans, 20 ans, il les a envoyés chacun dans un pays différent. Il leur a dit, vous allez monter des sociétés Decaux publicitaires dans votre pays et vous reviendrez. Et si vous revenez sans avoir réussi, c'est que vous n'êtes pas fait pour le job. Est-ce qu'ils sont heureux, les enfants ? À la dure, mais... Est-ce que les enfants sont heureux ? Ceux qui sont justement dans le concours, entre guillemets, pour ils ne sont pas toujours heureux, parce que quelle que soit la position, c'est une position pas facile. Évidemment, quand on n'est pas choisi, c'est douloureux parce que c'est pas simplement je ne suis pas choisi parce que finalement ça m'intéresse pas tant que ça, et forcément celui qui n'est pas choisi se dit
c'est parce que peut-être que mon père m'aime moins, que j'ai moins son affection, j'ai moins sa confiance, donc c'est douloureux. Et pour celui qui est choisi, c'est un fardeau. C'est un énorme fardeau parce que c'est très difficile de succéder. En France, on a des super patrons, des gens qui sont des personnalités presque monstres. D'ailleurs, on en a cité certains, mais c'est presque le passage, j'ai envie de dire, le plus touchant dans le livre, c'est l'histoire d'Arnaud Lagardère. Voilà, avec Jean-Luc Lagardère, son père, un personnage à la fois haut en couleur, très visionnaire, grand entrepreneur, qui vivait sur un grand train, qui se comparait à John Wayne et aux vedettes américaines, qui était une personnalité très très écrasante et qui n'a pas du tout laissé l'espace à son enfant pour se forger une réelle personnalité, et qui est à la fois dans l'admiration totale du père et en même temps dans l'écrasement du père, ce qui a fait que quand il s'est retrouvé à reprendre l'entreprise familiale, Lagardère, il a eu de cesse, consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, le résultat est là, de la démanteler. Donc c'est pas facile d'hériter aussi. Ouais. Alors, vous réalisez un tour de force dans votre livre, c'est que ce sont des monographies familiales, mais alors ce qu'on comprend quand même, moi, c'est deux choses qui m'ont fasciné, pour boucler avec la question sur les riches qui se détestent entre eux. C'est à quel point ces familles vivent à la fois dans l'entre-soi, mais en même temps entre elles énormément. C'est-à-dire qu'il y a énormément de connexions entre les grandes familles riches françaises. Oui, alors ça, là, on voit que l'imagination n'est pas au pouvoir, en effet. Hein. Mais ça, c'est quelque chose, on s'en s'est rendu compte au fil de nos enquêtes. C'est qu'ils mettent tous leurs enfants dans les mêmes écoles, dans les écoles privées du 16e arrondissement, Saint-Jean-de-Passy, Franklin. Donc les enfants, forcément, se fréquentent entre eux. Ils se connaissent tous. Hein. Les fils Bolloré connaissent les fils Arnaud, connaissent les fils... voilà, la plupart se connaissent. Après, ils fréquentent les mêmes boîtes de nuit. Des fois, ils se marient ensemble. Ils vont en vacances dans les mêmes endroits. Une fille Bouygues qui a épousé un fils Bolloré. Ils vont en vacances à Saint-Tropez, au parc à Saint-Tropez. Ils ont leur yacht amarrés les uns à côté des autres, et ils vont dans les mêmes stations de ski également. Donc en fait, c'est un petit monde où ils se croisent, ils s'observent, et ils ont évidemment des informations les uns sur les autres, mais nous, ce qui nous a amusé d'ailleurs quand on faisait nos enquêtes, c'est qu'ils étaient très friands de savoir qui on voyait d'autres, et surtout sur cette question de la succession. Et ils disaient, mais comment eux, ils ont fait, comment eux... Voilà, parce que chacun, évidemment, c'est des sujets très, très importants. En fait, la succession, c'est un sujet qui est très important pour l'entreprise, et donc pour les salariés, c'est-à-dire une succession réussie, ça veut dire une entreprise qui va bien, qui prospère. C'est le cas de la succession d'Eco. Et évidemment, c'est important pour la famille. Donc c'est à un double niveau que ça se joue. Et une succession ratée, c'est l'inverse. Hein. Ça met des familles en miettes et ça détruit l'entreprise. Alors, c'est quoi pour vous les plus belles réussites en matière de succession, et puis les plus gros fiascos? Alors d'abord, il y a deux cas différents. Il y a les familles anciennes, je dirais installées, qui elles ont à gérer les Peugeot, les Hermès. Leur enjeu, ce sont déjà des héritiers qui sont à la gouvernance depuis même plusieurs générations. Des générations, mais avec un enjeu quand même important qui est de ne pas casser ce dont on a hérité et de ne pas être... C'était une des filles des héritières Peugeot qui nous avait dit « Ma hantise, c'est d'être la génération qui foire ». Et oui, on a quand même une responsabilité quand on a des aïeux qui ont construit comme ça une belle entreprise. Le contre-exemple de toutes ces familles-là, c'est unanimement, évidemment, les Lagardère. Et alors c'était une succession aussi, Jean-Luc Lagardère était mort très brutalement, donc une succession pas bien préparée. Et c'est vrai que pour toutes les familles qu'on a étudiées, la succession Lagardère, c'est surtout le modèle à ne pas suivre. Alors il y a une famille qui est un peu à part, qui reste un peu dans son coin, c'est les Mullier. Oui. Eux ne jouent pas le jeu. Grande famille du Nord, catholique, ça rejoint ce que vous disiez sur... donc avec... alors, cette famille, le nom ne dit rien à personne d'ailleurs, mais quand je vais vous dire les noms, c'est Auchan, c'est Noroto, Kiabi, Decathlon, en gros, toutes les anciennes Pinky, toutes les enseignes qu'on voit dans notre quotidien. Donc une famille d'entrepreneurs, très très riche, mais qui veut vivre cachée, protégée, et
pas d'ostentation, des valeurs très rigoureuses d'éducation. Et alors, eux, leur enjeu, c'est un enjeu de nombre. C'est-à-dire ils ont tous fait beaucoup d'enfants et ils sont près de 1500. Et là, c'est un enjeu colossal parce que comment rester unis à 1500 ? On connaît déjà, on a du mal à se connaître dans une famille où on est 20 ou 30 ou 40, de connaître certains cousins, mais alors à 1500. Et donc, eux, tout leur travail, c'est de créer des liens. Donc les gamins partent en colo de vacances, les jeunes peuvent découvrir les entreprises, ils organisent des voyages pour les plus âgés, pour qu'il y ait le maximum de connexion, pour que personne n'ait envie de quitter la famille. Parce que la tentation, en fait, c'est toujours au bout de quelques générations, c'est de se dire, mais moi, en fait, cette entreprise, elle ne m'intéresse pas. C'est pas parce que mon grand-père l'a fondée qu'elle m'intéresse. Donc, moi, j'ai envie de prendre ma part, mon argent, me construire une maison. Et puis, voilà, et de prendre mes sous. Mais si tout le monde fait ça, l'entreprise, elle n'existe plus. Donc, le patrimoine s'éparpille. C'est comme ça que disparaissent les noms des grandes fortunes. Et puis aussi, quand un patrimoine s'éparpille, ça laisse place aux prédateurs. Bernard Arnault essayait de faire ça avec les Hermès. Qu'est-ce qu'il fait ? Il repère des cousins Hermès qui sont éloignés, qui sont fragile de son point de vue, c'est-à-dire il va repérer le cousin qui est en instance de divorce et qui doit payer une grosse pension alimentaire, celui qui a des dettes de jeu, et puis il va racheter des actions jusqu'à arriver à être à 10% au capital d'Hermès et de lancer un raid sur Hermès qui a échoué. Mais c'était quand on se divise, on s'affaiblit aussi pour les prédateurs. Fabrice d'Almeida, il y a une spécificité des riches français. Par rapport aux Allemands, oui. Les Allemands sont plus héritiers. Nous, on a plus de capitaines d'industrie qui ont créé leur fortune. En gros, en France, on est un peu comme aux États-Unis. C'est 50% de créateurs, 50% d'héritiers qui sont parmi les plus riches. Là, je parle des familles milliardaires. En Allemagne, c'est 70%. Et donc, ça veut dire en fait qu'en Allemagne, la plupart des grandes familles, on trouve leur nom sous le Troisième Reich. Et ça pose des gros problèmes par rapport à l'histoire européenne, alors qu'en France, la plupart des grandes familles, celles qui ont gardé des noms, je pense au Michelin, je pense au Peugeot, pendant la Deuxième Guerre mondiale, elles ne sont pas incriminables de la même manière. Donc il y a la question de la trahison par rapport à l'histoire différente. C'est marrant ce que vous disiez, juste parce que les Mulliez, en fait, la famille Rockefeller, c'est la même logique. C'est comment faire pour ne pas éparpiller tout le patrimoine. Et c'est une question qui est cruciale. Et il y a une famille française qui elle, a été traumatisée par la succession, c'est les Dassault. Parce qu'en fait, le Serge Dassault, quand il hérite de Marcel, n'a pas les moyens de payer sa succession. Alors, est-ce qu'il faut qu'il vende son entreprise ? Et les socialistes qui sont au pouvoir à ce moment-là ne vont pas le contraindre à vendre. Donc, c'est des questions qui touchent aussi les pouvoirs publics et c'est pour ça que c'est la famille Peugeot a été sauvée comme ça aussi par l'État, qui a trouvé des partenaires et qui a organisé un nouveau pacte d'actionnaires. Vous l'écrivez, Vanessa Schneider, avec Raphaël Baquet. Finalement, la réussite des successions, elle se joue dès l'enfance quasiment. Oui, parce que en fait, on s'est aperçu en faisant ces enquêtes que, d'abord, l'éducation est fondamentale. Le rapport à l'argent, notamment. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on va ensevelir son enfant sous un luxe inouï. Donc, on a bien vu la différence entre les familles qui essayaient de donner des valeurs, des limites, d'apprendre que voilà, l'argent, il vient pas de nulle part, de raconter l'histoire de où vient cet argent familial. Et pas en faire des fils à papa pourri gâtés qui après vont flamber. C'est la hantise des flambeurs. Et puis aussi, évidemment, pourquoi l'enfance ? Parce que c'est dans l'enfance que se jouent tous les liens affectifs. Et une famille qui réussit à avoir des liens affectifs plus ou moins harmonieux, ça va être beaucoup plus facile au moment de la transmission qu'une famille où il va avoir des trahisons, des drames, des divorces mal digérés, y compris par les enfants, qui vont compliquer les relations avec le père. Tout ça, c'est des choses qui laissent des traces. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait pénétrer l'univers si fermé des grandes familles riches. Je rappelle vos deux livres, Fabrice d'Almeida, Histoire mondiale des riches. Pourquoi ils sont le vrai pouvoir, c'est chez Plomb. Succession, l'argent, le sang et les larmes, c'est Raphaël Baquet et Vanessa Schneider, l'univers impitoyable des grandes familles, et c'est aux éditions Albin Michel. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.